Juste deux, trois mots avant qu'on puisse commencer les échanges, la discussion, les questions avec nos 5 intervenants. On revient encore une fois sur certaines thématiques clés. Bien sûr, les défis intra- et intergénérationnels. Là, on a carrément ici l'enjeu pour la jeunesse. Et on a parlé de troisième défi, donc, et j'aimerais bien qu'on approche sur l'intelligence collective. Et on l'a vu avec certains choix de société qui sont faits, notamment sur les subventions aux énergies fossiles. Pardon. Il y a cette intelligence collective d'agir solidairement et collectivement sur cet objectif-là. Et on revient donc, juste avec ces deux thématiques-là, toute l'importance d'une organisation comme celle de la francophonie, qui regroupe quand même 77 États et gouvernements, c'est quand même, pour le rappeler, le tiers des pays des Nations Unies. Donc, une organisation qui peut avoir un réel poids dans les négociations internationales, en particulier sur le changement climatique. On a un peu parlé des négociations internationales en cours, notamment avec le GIEC également. Et donc, est-ce qu'on peut essayer d'avoir, déjà au sein de l'espace francophone, cette intelligence collective qui vont nous amener vers des modes de consommation et de production durables. Et sur ce, donc évidemment, la jeunesse est interpellée. On voit bien ici, encore une fois, l'importance d'un concours comme le concours de création écologique qui fait son entrée dans les Jeux de la francophonie cette année. Et c'est sur ces questions-là, en fait, que j'aimerais lancer le débat et les discussions, les questions envers nos intervenants. Et j'inviterai donc les intervenants à venir prendre place à l'avant. Et j'invite également, s'il y en a qui veulent se rapprocher de nos invités, de faire avec plaisir. On va faire ça de façon très informelle, très familiale, ne vous gênez pas. Ils sont là pour répondre à vos questions. Je pense qu'on a soulevé plusieurs questionnements. Certainement que vous avez des points que vous voudrez approfondir. Alors voilà, je pense qu'il y a un deuxième micro qu'on va prendre tout de suite. Alors voilà, la parole est à vous. Et je vous invite à poser vos questions. Merci bien, monsieur. Je me nomme Diomandé Miloska. Je suis de la Côte d'Ivoire. Le pays s'organise le 8e Jeu de la francophonie en 2017. Et je remercie les animateurs de la table ronde, dont je suis avec beaucoup d'intérêt de la communication sur le développement durable. Toutefois, pour plus de compréhension, j'ai une question à poser. Je voudrais me limiter pour l'instant à deux questions. Monsieur Ouédraogo, vous avez parlé d'intérêts divergents quant à la mise en œuvre politique sur le développement durable. Vous n'êtes pas allé plus loin, vous n'avez pas donné les détails. Je voudrais contribuer à donner certaines informations en ce qui concerne cette information. Et je prends le cas des énergies. Il y a dans mon pays des intérêts divergents entre les producteurs d'énergie fossile et ceux qui ont l'intention de promouvoir les énergies renouvelables, notamment les bioénergies. Je dis que mon pays est un pays à vocation agricole. Nous sommes le premier producteur de cacao. Et donc, il y a d'autres produits, la banane, il y a le café, il y a le coton. Il y a la possibilité d'exploiter les résidus agricoles, mais les résidus, sans pour éviter la concurrence dans l'alimentation. On peut se limiter aux résidus agricoles, produire de bioénergie, bioéthanol, biodiesel et jusqu'à biogaz. C'est vrai que quand on prend la possibilité d'utiliser sur place les biocarburants, dans la mesure où on n'a pas de véhicules qui roulent avec ces applications, mais il y a la possibilité par exemple de transformer le biodiesel en électricité. Je trouve que le coût de l'énergie est de plus en plus élevé. Et parallèlement, rien n'est fait pour promouvoir la bioénergie. Quel est le prétexte? Bon, il y a un débat autour de bioénergie, concernant surtout les plantes de la plante jatropha, cette plante énergétique. Certains disent que pour promouvoir la bioénergie, poussera certains paysans à promouvoir cette plante énergétique. C'est un prétexte. C'est vrai, il y a la concurrence à l'alimentation en produisant le jatropha sur des terres. Il est dit que le jatropha peut pousser sur des terres dégradées. Mais là encore, il y a un problème. Puisque certains paysans vont devoir tricher, d'autres ne seront pas. La différence entre une terre dégradée et une terre encore arable. Je mets de côté les jatropha. J'ai parlé des possibilités d'utiliser les déchets agricoles.
Prenez le cas du cacao. Il y a que le jus de fermentation du cacao est déversé dans les aires de production après la période de récolte. Alors, l'étude a montré que ce jus pourrait servir à produire du bioéthanol. Je prends aussi le cas du jus de fermentation de la pomme de cajou. Nous sommes deuxième producteur de la pomme de cajou avec 300 000 tonnes par an. Dernière ligne, il y a 400 000 tonnes à présent. Et donc, il se trouve que les multinationales d'exploitation pétrolière s'installent de plus en plus. Et pendant ce temps, le débat a lieu sur les bioénergies, surtout orienté dans le sens où les bioénergies vont entraîner une dégradation de nos sols. Et je dis donc que c'est un prétexte. Quand M. Drago parle d'intérêts divergents, je pense qu'il y a cet exemple. Peut-être ne vais pas aller plus loin. Je pense qu'il y a cet exemple. M. Drago va donner beaucoup plus de détails sur l'information qu'il a apportée. C'est le premier cas, la première question. La deuxième concerne la communication sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Dans la mesure où l'environnement fait partie du développement durable. Alors pourquoi faire la distinction? Pourquoi ne pas se limiter à l'éducation au développement durable? Dans la mesure où il y a 3 volets en développement durable. Éducation, société, environnement. Voilà, c'est ce que j'avais comme question pour l'instant. Merci beaucoup. Bon, je crois que par rapport à ce qu'il a dit, au niveau des intérêts divergents, comme on l'a dit, il y a des controverses aussi sur le plan scientifique. Si je prends, mais il y a dans tout ça une question de volonté politique qui s'impose. Et aussi, prendre le risque d'intégrer certains opérateurs privés. Si je prends le cas du Jatropha, au niveau du Burkina, il y a le chef traditionnel de l'armée là-bas qui travaille avec la coopération allemande, qui produit du Jatropha, qui emploie des jeunes, qui emploie des femmes, qui produit du savon et qui produit du biodiesel pour des plateformes multifonctionnelles. Mais au niveau de la recherche, dernièrement, il y a 3 semaines, j'étais en atelier avec le CILS et l'Agrimex, qui, sur le plan scientifique, pense que le Jatropha n'est pas une plante assez intéressante pour la préservation des sols. Mais pour le moment, on se dit que bon, c'est pas comme les preuves ne sont pas, en tout cas les scientifiques ne sont pas très d'accord, mais Sa Majesté produit en tout cas et il démontre que ça lutte contre la pauvreté. Mais il y a une question de volonté politique. Maintenant, concernant les résidus agricoles, bon, effectivement pour le cacao ça peut très bien se faire, mais comme je l'ai dit, il faut impliquer davantage la recherche et que le secteur privé, les promoteurs privés soient sensibilisés et informés des possibilités. Si je prends la noix d'acajou, au niveau du Burkina, les boulangeries l'utilisent pour pouvoir faire le pain. Ils utilisent des coques d'acajou pour produire des coques, etc. Ils utilisent le bois, mais moi en plus, je suis forestier, nous allons prendre une mesure pour interdire parce que les gens trichent. Comme ils trichent, et quand ils prennent l'étude d'impact, la notice d'impact, ils disent qu'ils vont utiliser l'électricité, mais après on s'est rendu compte, après une inspection, que tous utilisent du bois. Donc on va les orienter vers d'autres alternatives. Mais concernant le Sahel, il y a une pratique que le Burkina a essayé de mettre en place, ce qu'on appelle les biodigesteurs. Le producteur, s'il a deux bœufs, il utilise la bouche de vache, il produit de l'énergie pour faire la cuisson des repas, pour l'éclairage, pour l'étude des enfants, etc. Donc, et le coût est relativement réduit, 250 francs CFA. C'est bien vrai que le producteur agricole se peut être élevé, mais avec l'appui des partenaires et de l'État, c'est une technique qui est en train de se vulgariser. Et en plus, l'énergie solaire, de plus en plus au niveau national, notre ministère de l'Environnement, la plaque solaire, tout le bâtiment, c'est l'énergie solaire. C'est la présidence qui s'est déjà lancée dedans. Et maintenant l'instruction a été donnée à tous les ministères de fonctionner avec de l'énergie solaire. Donc nous sommes dans cette dynamique-là au point de vue concernant les problèmes d'énergie. Mais le père a donné l'exemple. Il y a une société minière dans le cadre de sa responsabilité sociétale, parce que bon, les sociétés minières, beaucoup en Afrique, c'est les Canadiens aussi, qui sont en train d'installer une centrale solaire qui vont vendre l'énergie
au niveau de la société nationale qui va pouvoir alimenter les villages riverains et alimenter aussi certains milieux. Donc je vais laisser répondre sur l'éducation environnementale. Merci. Rapidement sur l'éducation environnementale et l'éducation au développement durable, je pense qu'il faut se situer dans le temps. Je pense qu'il y a des pionniers qui ont développé l'éducation relative à l'environnement et qui ont fait un excellent travail. Nous, on était de ce groupe et à un moment donné, on a trouvé important de faire des liens entre l'environnement et d'autres questions majeures telles les inéquités sociales, la solidarité intergénérationnelle au nord-sud, toutes ces questions-là qui, pour nous, caractérisent le développement durable. Si on garde encore le thème l'éducation à l'environnement et au développement durable, dans notre cas, c'est pour souligner l'importance qu'on accorde aux enjeux environnementaux parce que ceux qui font encore de l'éducation relative à l'environnement vont nous reprocher de diluer les enjeux environnementaux surtout dans ceux du développement durable, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on leur donne un peu raison, mais en même temps, on tient à insister sur le fait, on le disait tous, qu'il faut faire des liens entre les différents sujets et que la question environnementale va se régler seulement si au niveau des politiques, au niveau de l'économie, au niveau des politiques, de la gouvernance, il se passe des choses. Et donc, dans ce sens-là, nous, on tient à l'appellation éducation de développement durable sans renier le fait que dans l'éducation de développement durable, il y a quelque chose d'irréductible qui concerne l'environnement. Je voulais ajouter que même des ministères, on dit ministère de l'environnement et du développement durable. Bon, on va dire qu'effectivement l'environnement fait partie du développement durable, mais c'est simple, même quand on doit avant, après, on a fait le diagnostic que les parents pauvres dans cette durabilité-là, c'est l'environnement. Même quand on prend la stratégie de croissance assimilée, on voit, on dit que c'est important, tout le monde dit que c'est important, mais malheureusement c'est les parents pauvres. Et tant qu'effectivement des actions fortes ne sont pas menées en matière d'environnement, tout ce qui est processus de développement doit être voué à l'échec. C'est la base même de toute la production, les ressources en eau, en terre, etc. Donc même un peu partout en Europe, autant en Belgique, ministère de l'environnement et des ressources naturelles. C'est en fait pour mettre en exergue ce volet et que les gens y prennent en compte. Alors que d'ici 10 ans, on ne va plus parler d'environnement et de développement durable, on va dire tout court ministère du développement durable ou bien conseil du développement durable tout court.